Bienvenue à la médiathèque Émile Zola. Donc aujourd'hui, on vous propose une table ronde autour de l'accessibilité dans les jeux vidéo. Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que l'accessibilité en médiathèque, c'est un sujet auquel on est très sensible. On essaye de rendre tous nos services les plus accessibles possibles. Et au sein du service jeux vidéo, c'est une question qui revient très souvent dans nos projets, dans nos liens avec les partenaires, avec les institutions. Et voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait parler de ce sujet en public avec des professionnels. Donc, on a avec nous aujourd'hui Gwendoline Garand, Henri Couvreur, Axel Fontaine et Damien Farjou. Voilà, et toutes les infos là. Et de toute façon, ils vont se présenter. Du coup, moi, je suis Frédéric, je travaille au secteur jeux vidéo. Bonjour à tous, moi je m'appelle Damien Farjou, je suis président de l'association Dear Valley People, qui est une association plurienne dont l'objectif est de déconstruire le handicap et de la discrimination qui lui est liée, qui s'appelle le validisme. Je suis aussi consultant en accessibilité de jeux vidéo, ce qui est pour nous en lien directement avec l'objectif de l'association, et je suis aussi humoriste. Du coup, moi, c'est Axel Fontaine. Je suis doctorant, je fais une thèse donc, sur le validisme dans les jeux vidéo. Donc, le validisme qui est l'idéologie qui justifie l'exclusion des personnes handicapées. Je ne suis pas du tout centré que sur l'accessibilité, mais vraiment sur les représentations, sur les pratiques de jeu, sur vraiment l'ensemble de tout ce qui est en lien entre le handicap et le jeu vidéo. À côté, je suis militant contre le validisme en étant moi-même handicapé, à la fois handicapé moteur et fou. J'avais mis le mot fou dans le mail pour envoyer, mais je pense qu'il a été supprimé parce que c'était une réappropriation de stigmates et d'insultes, mais c'est pas toujours accepté. C'est pas grave. Et oui, à côté de ça, je suis aussi créateur de jeux. Je donne des cours à la fac, dans une fac d'art plastique, donc à des étudiants qui font des jeux. Donc je constate aussi leurs difficultés en lien avec l'accessibilité. Et voilà. Et je fais tout un tas d'autres choses dans le cadre du militantisme. Je suis aussi sensitivity reader, c'est-à-dire que je relis des textes de maisons d'édition pour les représentations liées au handicap. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Henri Couvreur. J'ai marqué président développeur chez Duper Games, ce qui est une manière un peu arrogante de dire que je fais des jeux avec mes copains dans ma chambre. Il y a 3 ans, on a commencé à développer un jeu vidéo avec donc quelques amis à moi, quelques copains copines. Il est sorti donc récemment l'été dernier, il s'appelle Day of the Shell. Et donc là aujourd'hui, je suis un petit peu continuer de faire un tout petit peu de maintenance de ce projet-là, puis réfléchir à un projet suivant. Et en parallèle de ça, je suis aussi administrateur de l'association qui s'appelle Push Start, qui est l'association des professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo en Occitanie. Et bonjour, j'ai pas beaucoup de voix, je suis assez malade. Moi je suis Gwendoline Garand, je suis la présidente actuelle et jusqu'à la fin de l'année de Push Start, qui est donc l'association des professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo en Occitanie. Et je fais ça depuis 4 ans. À côté de ça, j'ai trop de casquettes que j'essaye de toutes mettre dans une future thèse qui devrait commencer à partir de janvier, si la NRT répond rapidement. Sinon, peut-être juin, je sais pas. Et qui sera sur la continuité de ce que je fais justement avec le travail des assos, c'est-à-dire comment est-ce que les développeurs, comme par exemple Henri, les studios, arrivent à trouver des financements, à créer des jeux vidéo en France, au sein des territoires, donc dans toute la France. Et l'idée, c'est de parler du travail que font les assos, qui est un petit peu dans l'ombre, un petit peu une boîte noire, qu'on ne connaît pas très bien, que je veux arriver justement à démocratiser. À côté, je suis aussi concernée par plein de handicaps invisibles qui atteignent ma santé mentale ou justement la santé tout court. Et je fais des conférences sur le sujet depuis plus de 10 ans, et des cours, et je fais de la formation aussi au niveau des professionnels, tout ça. Parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, sachant que le métier justement d'ergonome UX designer pour le jeu vidéo, quand moi j'ai commencé à le faire, ça n'existait pas et on me disait que je voulais faire 3 métiers en un, ce qui est peut-être vrai. Mais ce métier existe, donc il a fallu reprendre des études et faire tout ça, et on en est là. Voilà. Qu'est-ce que l'accessibilité dans le jeu vidéo ? C'est une question évidente qui n'est pas si évidente. Est en situation de handicap une personne qui, d'après les lois, etc., ne correspond pas à un certain critère, mais en réalité, le handicap, c'est vaste, ça dépend d'un contexte, ça dépend d'une catégorie sociale, ça dépend de plein de choses. La définition, elle varie vraiment d'un pays à un autre. Genre en Chine, la santé mentale, la dépression, ça n'existe pas, par exemple.
Voilà, donc ça dépend. Mais effectivement, c'est la question autour de qu'est-ce que la norme et comment on s'inscrit autour d'une norme qui fait qu'on va nous mettre ou pas dans la case du handicap. Très très mal expliqué. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut contribuer dessus. Non, je trouve ça super pertinent ce que tu dis. Et si c'est bien expliqué, c'est que la seule chose qui est en commun entre toutes les personnes handicapées, c'est d'être différentes d'une manière ou d'une autre d'un standard, d'une norme qui est corporelle, sensorielle et mentale. Et la norme qui est prise en compte dans les jeux vidéo est très proche de la norme de la société dans son ensemble, même s'il y a des variantes. Et donc l'accessibilité, en général, on considère ça comme un bonus, c'est-à-dire qu'on se dit, la société, naturellement, les personnes handicapées sont exclues, et donc on va leur faire une fleur avec un modèle de la charité, on va faire une bonne action en rendant les jeux accessibles, en faisant un petit bonus tout à la fin du développement, alors que non, c'est vraiment, les jeux vidéo, ça n'a rien de naturel, l'exclusion n'a rien de naturel. Donc pour moi, l'accessibilité, c'est une mesure correctrice d'inégalité. On se rend compte qu'il y a une inégalité dans la société, dans la technologie qui est là depuis des décennies. Et donc la mise en accessibilité, c'est faire en sorte que les jeux ne soient plus centrés uniquement sur un certain standard corporel de capacité, tout ça, mais exclut le moins de monde possible ou exclut des personnes différentes et pas les mêmes à chaque fois. Donc voilà, c'est juste prendre en compte la variété de l'humanité et arrêter d'exclure toutes les personnes qui sortent d'une norme hyper étroite qui n'a rien de naturel et d'inévitable. Oui, moi je rajouterais aussi que souvent l'accessibilité de jeux vidéo, on pense que c'est uniquement pour les personnes handicapées. Mais moi je pense que c'est aussi rendre le jeu vidéo accessible à tous et à toutes, peu importe la capacité, peu importe si on est estampillé, handicapé ou pas. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo parce que ça ne leur correspond pas. Par manque d'accessibilité, je peux prendre un exemple plus concret. Il y a des gens qui ont du mal à gérer le joystick droit, à orienter la caméra dans un jeu vidéo en 3D. Et ça, c'est pas forcément une question d'handicap, c'est aussi une question de fonctionnement. On fonctionne tous différemment et c'est ça l'accessibilité, c'est prendre en compte l'ensemble des fonctionnements de chacun, chacune. Je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis, Damien. Et je voulais poser une question justement pour dire, c'est un truc que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, tu me disais que tu avais essayé Day of the Shell et il y avait une démo, tu trouvais ça accessible. Et je me posais la question, parce que, étant pas complètement dans le domaine, l'accessibilité, je fais beaucoup de l'association avec le handicap quand j'y pense. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que la démo, est-ce qu'il y a un rapport avec qui peut jouer au jeu qui ne pourrait pas y jouer s'il n'y avait pas une démo, par exemple. En fait, le fait d'avoir une démo et de l'avoir gratuite, ça permet aux joueurs de les tester, de pouvoir se rendre compte si elle est accessible ou pas pour cette personne-là, parce qu'en fait, on ne peut pas réellement deviner si un jeu est accessible ou pas. Même la personne lui-même ne peut pas deviner avant. Elle doit jouer, elle doit se rendre compte si c'est accessible ou pas. Et pour le coup, la démo gratuite permet de faire ça. Là où la plupart du temps, en fait, les jeux, tu les achètes pour te rendre compte que c'est pas accessible, pour ensuite demander un remboursement. Quand tu le peux, parce que c'est pas toujours possible, ça aussi. Et par rapport justement à ce que dit Fabien, quand moi j'ai fait mon master 2 justement sur le thème de l'accessibilité et de où sont les freins à la pratique du jeu, je suis remontée en fait bien avant, quand on est devant le jeu en train de jouer, je suis remontée aussi jusque est-ce que tout le monde a une carte bleue ? Est-ce que tout le monde peut acheter ? Est-ce que tout le monde dispose de ce qu'il faut pour pouvoir jouer, etc. La réponse est non. Et plus on est en situation de handicap, moins on a de moyens financiers généralement, et moins on peut avoir de quoi jouer correctement. Donc les pratiques de jeu en tant que telles, oui, on peut mettre des solutions à l'intérieur des jeux, et c'est ce qu'on encourage les développeurs à faire, c'est-à-dire d'autoriser un peu tout et n'importe quoi pour que les gens puissent se réapproprier les pratiques. Mais même en amont du jeu, effectivement, il faut qu'on puisse se dire « Hey, tiens, est-ce que je peux tester le jeu ?» Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce que les démos sur les jeux se popularisent, on en voit de plus en plus maintenant, mais ce n'était pas le cas il y a encore 6 mois à peu près, 6 mois, un an. Et du coup, les streamers, ça nous servait beaucoup depuis qu'il y a eu l'arrivée de YouTube, Twitch, etc., là, pour pouvoir voir les gens en train de jouer et de se dire ok, peut-être je peux y jouer. Et c'est même pas de se dire est-ce que le jeu est fun, est-ce que ça m'amuse de regarder la personne streamer, c'est juste
est-ce que je peux jouer, qui était la vraie question quand on les regardait faire. Donc ouais, non, c'est ultra important et c'est trop chouette qu'il y ait effectivement les démos qui arrivent. Ça permet la démocratisation auprès de ces publics. La pratique du jeu. Je n'ai pas fait mes phrases en entier. Ouais, par rapport à ça, ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, moi, ça m'arrive aussi de regarder des jeux pendant des heures, des vidéos, et de devoir me spoiler tout le jeu pour savoir si je vais pouvoir y jouer, parce que des fois, il y a un niveau de jeu qui demande une compétence hyper spécifique, du style appuyer sur 3 boutons à la fois. Moi, il y a une période où j'avais une seule main pour jouer, c'était pas possible. Et du coup, il y a cette frustration de ne pas pouvoir acheter un jeu 20 balles, ou avec les politiques de Steam, par exemple, où on ne peut pas rendre un jeu qui a été acheté parce que c'est de l'achat numérique, donc dès qu'on l'a lancé une fois, le délai de rétractation légale, c'est mort, on n'y a plus le droit. Mais pour rejoindre ce que disait Damien, il y a aussi des personnes pas handicapées qui font ça, par exemple juste des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo, et c'est là où il y a vraiment une différence entre qui est handicapé dans la société en général ou dans les jeux. C'est-à-dire que par exemple quand on a un handicap qui concerne uniquement les jambes, il y a énormément de jeux auxquels on peut jouer, à l'inverse d'un handicap qui touche les mains. Et dans la société, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas handicapées, mais qui n'ont juste pas l'habitude de jouer à des jeux, qui n'ont pas le temps à y consacrer, qui ne peuvent pas passer des heures et des heures à apprendre à utiliser une manette avec 18 boutons et 2 joysticks. Et ces personnes sont exclues. Et ce n'est pas les mêmes compétences. Toute la technologie est pensée pour aller jusqu'aux limites du public cible, que ce soit le monde du travail avec les 35 heures, que ce soit les machines par les ouvriers. Il y a vraiment une cible de viser dans la production de masse, la production à la chaîne, le plus de personnes possible, en sachant que ça ne pourra pas être tout le monde, donc il y a des exclus. Et donc les exclus du jeu vidéo ne sont pas toujours les mêmes, mais ouais, c'est une question de choix, et c'est pareil, les personnes âgées, qu'elles aient un handicap ou pas, elles n'ont juste pas les codes, en fonction de l'âge, en fonction de plein de choses, en fait, on peut se retrouver exclu des jeux vidéo, mais c'est quand même pas la même chose quand on est juste exclu de quelques jeux, alors que quand c'est une exclusion qui se rajoute sur l'intégralité de la société quand on est handicapé, quoi. Moi, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que souvent, l'accessibilité, on pense rarement comme usage. En fait, c'est le processus d'usage qui va être accessible ou pas. Et pour le coup, ça vient se lier avec le modèle social du handicap pour parler que c'est un environnement qui va rendre les personnes handicapées. Et pour moi, l'environnement, c'est aussi un environnement numérique, c'est aussi un environnement dans un jeu vidéo. Et que cet environnement, il peut handicaper tout le monde. Moi, un exemple que je prends pour mes étudiants, quand je fais des formations d'accessibilité de jeux vidéo, on reprend la base de ce que c'est le handicap. Et je lui dis, bien, si je vous mets devant un meuble Ikea, mais sans la notice, est-ce que vous êtes handicapé à ce moment-là ou pas? Et pour moi, la notice d'un meuble Ikea, en fait, c'est la même chose qu'un fauteuil roulant, que des lunettes, c'est de la compensation. Et pour le coup, avec cette notice, en effet, on n'est plus handicapé. À ça aussi, j'aimerais ajouter, pareil, dans mon mémoire, il y a dans le processus de comment j'ai fait mon étude et tout, en fait, j'en suis venue à déterminer d'une population générale des personnes qui étaient en situation de handicap, qu'ensuite j'ai eu en entretien. Et parmi les personnes en entretien, il y avait une personne qui a réussi à avoir un master en game design et qui, l'année où il a obtenu son diplôme, il a complètement fini de perdre la vue. Et du coup, travailler dans une industrie en étant complètement aveugle, rendu aveugle en tout cas, c'est pas compatible en fait. Donc impossible de trouver du travail, etc. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que il continue en fait de créer des jeux dans son coin, des jeux à destination de personnes qui, comme lui, sont plus que malvoyants, mais qui ont une culture. Et c'est ce que tu disais justement, Axel, qui ont été acculturés en fait à qu'est-ce que le jeu vidéo, à quels sont ces codes qu'est le jeu vidéo. Parce que dans ce mot valise, il y a effectivement beaucoup de vidéos de format visible à l'écran, mais on peut quand même jouer au son, on peut jouer avec des retours haptiques, on peut jouer avec des vibrations, des trucs comme ça. On peut jouer avec beaucoup de choses que nous envoie et nous donne le jeu vidéo, à condition que les développeurs aient intégré ces dimensions-là. Donc c'est pour ça que dans les travaux aussi, en tant qu'intervenant dans les écoles, on embête les étudiants pour leur dire il faut doubler les messages, il faut doubler l'information. Si vous faites un saut, il faut qu'on sente que c'est un saut. S'il y a un trébuchement, il faut qu'on sente qu'il y a un trébuchement, etc., etc.
parce que en doublant les indications, on permet à effectivement plus de personnes de pouvoir accéder à cette culture qui est la culture du jeu vidéo, et surtout à ces conventions qui sont au final, comme pour le cinéma, je sais pas, il y a plein de catégories de cinéma, il y a tout ce qui est mainstream avec les Marvel, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est cinéma un peu plus de niche, le cinéma noir, etc. etc. Il faut connaître, il faut apprécier ça, et c'est comme pour le vin, c'est comme pour plein de choses, il faut comprendre les codes, il faut entrer dans ces univers, et il faut à un moment donné que quelqu'un nous donne une notice pour y accéder. Donc ça se passe effectivement par l'environnement social, ça passe par les communautés qu'on arrive à créer, et ça passe par beaucoup de sensibilisation également. Je vais rajouter un dernier truc où je passe à l'autre question. Du coup, juste par rapport, pour moi, il y a quand même une différence hyper importante entre l'accessibilité qui est liée au handicap et l'accessibilité qui est liée à juste n'importe quel être humain qui n'a pas l'habitude des jeux vidéo. C'est que pour le handicap, il y a toute une idéologie derrière. Le handicap, les études critiques qui n'existent pas trop en France présentent ça comme une oppression systémique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de global. Alors on peut être en situation de handicap ponctuel quand on n'a pas une notice de mobilité, mais par contre quand on est handicapé, ça influe sur toute la situation de notre vie, comme le sexisme, comme le racisme, c'est au niveau économique, au niveau social, au niveau symbolique. Et par exemple, quand je discute avec des étudiants et étudiantes d'améliorer leur jeu, si l'argument c'est il faut mettre 3 fois le retour pour comprendre que c'est un saut parce qu'une personne lambda, une seule fois, elle peut le rater, c'est OK, je le rajoute. Si c'est il faut rajouter des sous-titres pour les personnes sourdes, là, panique. En fait, donc il y a tout le système idéologique qui fait que quand on ajoute... quand on pense à une mesure d'accessibilité qui ne concerne pas le handicap ou qu'on la présente comme concernant d'autres personnes, il y a une ouverture d'esprit qui est totalement différente, à l'inverse d'un braquage qui est hyper fréquent pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard, où il y a vraiment cette culpabilité de « mais on ne peut pas sauver la Terre entière, je ne suis pas Mère Teresa ». Il y a vraiment un truc de « non mais là vous m'en demandez trop ». C'est une grosse généralité, mais ça arrive quand même très très fréquemment. Et c'est ça qui montre qu'il y a des enjeux différents quand on parle d'accessibilité pour différentes personnes. Puis même là-dessus, il y en a plein qui considèrent que porter des lunettes, c'est pas un handicap. Genre, je suis désolée, enlevez vos lunettes, essayez de voir quelque chose, vous verrez pas grand-chose. C'est un handicap de fait. Et ça aussi, ça fait partie de ce discours de « mais vous m'en demandez trop », alors qu'en réalité, ils ont tellement incorporé toutes ces choses-là au quotidien qu'ils se posent même plus les questions. Et il y en a certaines, ça va de soi et c'est OK, oui, il faut le faire. Donc on retrouve toujours les mêmes types d'accessibilité. Ça va être le remappage des touches, c'est vraiment le minimum qu'on leur demande, mais généralement c'est fait. Tout ce qui va être autour du son, maintenant c'est à peu près OK. Les sous-titres, ça commence à être bien, mais c'est pas partout. Il y a des grandes conventions maintenant qui commencent à être faites dans l'accessibilité, mais le reste, effectivement, c'est waouh, on demande de la lune encore, alors que pas du tout. Et que ça sert pas non plus, comme on l'a déjà dit, mais il y a des personnes qui vont utiliser les modes d'accessibilité, parce qu'on les appelle souvent comme ça. C'est souvent aussi pour détourner ça pour de la triche, pour augmenter les performances, pour aller plus vite, pour faire du speedrun encore plus mieux, etc., etc. Donc ça intéresse tout le monde au final, c'est ça qui est rigolo. Moi j'avais une question parce qu'on a préparé, donc avec Fred, quand on a préparé cette table ronde, Fred il est tombé sur une statistique assez intéressante. Je ne sais plus quelle est la source. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur cette statistique. Je n'ai pas vraiment réussi à le sourcer, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une estimation qui donne entre 20 et 30% des personnes qui sont en situation de handicap. Alors, j'utilise bien le situation de handicap parce que je pense que dans ce pourcentage, on va compter les personnes qui avec le bras dans le plâtre et autres. Et j'avais aussi trouvé qu'il y avait en moyenne 45% des personnes handicapées qui étaient des joueurs. Alors, est-ce que ça vous semble vrai ? Est-ce que, pourquoi ? Il y avait une étude de Microsoft il y a quelque temps qui estimait qu'il y avait 400 millions de joueurs handicapés dans le monde. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans le chiffre, en fait, c'est que ça vient nourrir aussi un mythe de la catégorie des joueurs handicapés. Il y aurait les joueurs hardcore, les joueurs casual, il y aurait des joueurs handicapés. C'est quoi un joueur handicapé ? Donc, c'est pas le cas. Les joueurs handicapés peuvent être hardcore, peuvent être casual, peuvent être ce que tu veux. C'est la question
à l'inverse, ça vient consolider aussi la question de la rentabilité, parce qu'on est dans un monde capitaliste et que les étudiants, quand on leur parle d'accessibilité de suite, ils nous disent oui, mais ça nous rapporte combien de joueurs on va avoir en plus, combien de ventes on va faire en plus. Ben, en fait, la question, elle n'est pas là. Tout à fait d'accord. Du coup, c'était un peu tu commençais un peu à aborder le thème de la question suivante, qui était finalement la vision de l'accessibilité, que ce soit pour des studios en termes d'argent, de temps, la question de la rentabilité. Et je rajoute derrière, en fait, est-ce que nous, les studios, n'ont pas une vision à l'envers, un petit peu de l'accessibilité des joueurs handicapés? Je finis sur les chiffres, je te passe le micro. Ok. Sur les chiffres, je sais jamais, parce que moi je suis pas bonne avec les chiffres, 20 millions, milliards là, de personnes en situation de handicap. Les chiffres, ils sont vieux parce qu'il y a eu une étude de l'OMS en 2001, un truc comme ça, je crois, c'est vieux maintenant. Ah oui. Et en fait, c'est une étude qui est difficile à reproduire dans le temps parce que être en situation de handicap, d'après l'OMS, les personnes qui sont passées par les MDPH, quand il y a une MDPH dans le pays, pour faire reconnaître la situation de handicap. Je suis en situation de handicap depuis que je suis petite, je suis jamais reconnue, j'ai jamais fait les papiers parce que j'ai la flemme de faire les papiers. Donc, je ne rentre pas dans la case. Oui, en fait, il y en a plein. Voilà, il y en a plein qui rentrent pas dans la case. Je trouvais que c'était louche ce genre de statistiques. C'est ça. Et puis il y a une citation, je sais pas d'où elle sort, je l'ai vue, j'ai entendu plusieurs fois dans des conférences américaines, mais il y a une phrase qui dit en fait c'est la catégorie de population dans laquelle à un moment donné dans votre vie vous allez tous rentrer dedans. Donc, faut prendre soin de cette case-là, puisque à un moment donné, on va tous y arriver. On est tous concernés, ouais. C'est ça, que ce soit par la vieillesse, un accident de la vie, un problème dans la génétique, qu'importe en fait. Et donc, tout le monde s'en fout, paradoxalement. Donc, on ne peut pas trop bien chiffrer ça. On parlait un petit peu de la question de comment ça ressemblait dans l'industrie, à quoi ça ressemblait du point de vue justement des développeurs, des studios. Et c'est une question qui est un petit peu compliquée, je pense, parce que justement, c'est pas une question qui est beaucoup abordée dans les studios, quoi. Je pense que peut-être Gwen, tu as plus d'expérience que moi d'avoir travaillé dans une vraie entreprise. C'est des choses où... Comment dire, la plupart des jeux qui sortent, globalement, auxquels on peut jouer, c'est des jeux qui sont avant tout des produits commerciaux, en fait. Et donc, ils sont faits pour faire de l'argent en priorité, et c'est la chose principale qui est portée pour faire ces jeux. Même si c'est pas non plus la seule chose qui va impliquer toutes les décisions, et les développeurs ont toujours beaucoup de marge de manœuvre pour faire des choses en plus, mais en effet, l'accessibilité, c'est considéré comme une chose en plus, quoi. C'est considéré comme un truc qui est pas essentiel, qui est pas comme le cœur central du jeu, et qu'il faut faire sur la bonne volonté des gens qui font ça, et qui en plus, bien souvent, sont pas forcément formés, savent pas forcément comment on fait ça correctement, même qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. Et donc souvent on a un chef qui nous dit qu'il y a des priorités, il y a des deadlines, il y a des budgets à respecter. Et ce chef, même si on le convainc, il a lui-même un chef qui a lui-même un chef. C'est compliqué. Moi, dans mon cas, j'ai pas ce chef-là, j'ai de la chance, j'ai personne à convaincre. Mais je dois être ce chef-là pour moi-même parce que j'ai besoin de payer mon loyer à la fin du mois aussi. J'ai besoin que le jeu se vende, malheureusement. Et c'est des choses comment dire, faire un jeu vidéo, c'est vachement compliqué globalement. Faire un jeu tout court, c'est vachement compliqué. Et faire un bon jeu qui est bien accessible à beaucoup de gens, qui remplit beaucoup de choses qu'on a envie d'accomplir avec notre œuvre, c'est encore plus difficile. Il y a une phrase qui dit que chaque jeu qui sort, c'est un petit miracle. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, quoi. Et je partage mon expérience personnelle, par exemple, d'avoir travaillé sur Day of the Shell. Je m'en suis retrouvé là, globalement, moi, l'accessibilité, c'est un sujet qui m'intéresse. Je ne suis pas expert du sujet, je ne suis pas concerné par beaucoup de problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Mais globalement, c'est quelque chose qui m'intéresse, auquel je ne suis pas fermé. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est aussi intéressée par ça, qui ne m'a jamais bloqué, qui n'a jamais voulu s'opposer à ça. Et pourtant, il y a beaucoup de choses difficiles. Déjà la formation, simplement, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dû improviser beaucoup de choses. On donnait l'exemple tout à l'heure des sous-titres. En effet, les sous-titres, c'est assez standard. Je crois que quasiment tous les gens ont des sous-titres aujourd'hui dans les cinématiques, par exemple. Je ne pourrais pas citer un jeu qui n'en a pas, que j'ai joué récemment, par exemple. Ils ne sont pas toujours hyper bien faits. Des fois, ils ne sont pas assez gros, ils ne sont pas de la bonne couleur, pas ci, pas ça. Mais faire des bons sous-titres, c'est très compliqué, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes qu'il faut mettre en place.
Et je citais un document de la BBC qui est souvent cité comme référence pour comment la BBC fait les sous-titres, qui est un peu une bonne référence de comment faire des bons sous-titres. Le document, il est vachement long, vachement compliqué. Et en fait, je dois me le taper, je dois l'apprendre par cœur pour réussir à faire les sous-titres qui sont une seule partie de l'accessibilité, en fait, une seule partie de ce qu'on peut faire pour rendre le jeu plus accessible à beaucoup de gens, quoi. Et il y a un peu ce côté de je dois devenir un expert moi-même de plein de sujets différents, en fait, de couvrir l'ensemble de beaucoup d'aspects du handicap, en fait, pour réussir à rendre le jeu accessible à beaucoup de gens. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, je sais que je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre pour l'instant pour reprendre là-dessus plus tard, mais vas-y. Pour parler justement des formations, en France, comme je vous dis, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas la formation sur l'UX et l'accessibilité dans les jeux vidéo. Du coup, je suis passée par la psycho, parce que comme ça, je comprends comment ça fonctionne dans la tête des gens. Et surtout, j'essaye d'adapter, et puis surtout, ça m'amène à de l'ergonomie. Et en France, si on veut faire de l'UX, on peut faire soit du web, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'accessibilité dans le web, ou alors on peut faire des interfaces dans les avions pour Toulouse. Ouais, enfin, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc, ça demande à ce qu'on s'auto-forme énormément. Il y a du contenu à l'international, il y a du contenu en ligne par d'autres personnes qui ont aidé à ce que la filière se développe, etc. Mais c'est vrai qu'on doit énormément, comme tu le dis, apprendre par soi-même et devenir expert de plein de trucs. Et très clairement, quand j'explique le couteau suisse que je suis au studio, je suis capable de faire une ligne de production, de manager. Je suis pas un manager, mais je suis un leader. Je suis capable de faire des designs, mais je déteste faire ça. Je suis capable de faire de l'UX, mais je discute surtout avec du GD pour comment est-ce qu'on amène. Le GD, c'est du game design. C'est comment est-ce qu'on fait les jeux, comment est-ce qu'on réfléchit au process de jeu, qu'est-ce qui va être dans le jeu, comment ça fonctionne et comment le ressenti du joueur va se faire. Donc c'est déjà en fait de l'ergonomie. Et en fait, ça fait des ponts entre tous les métiers. Globalement, je sers de facilitatrice. Mais ça amène à ça, en fait, ce genre de métier. Ça amène à comprendre l'entièreté des ramifications de qu'est-ce qui fait fondamentalement un jeu. Et même en tant que expert de l'accessibilité, quand on intervient pour faire de la sensibilisation, de la formation, etc., on a tous une porte d'entrée qui est différente. Et moi, typiquement, je suis passée par la neurodiversité parce que à partir du moment où le cerveau commande des actions, interprète des messages, renvoie de l'information, moi, c'est ma porte d'entrée qui marche bien. Il y en a d'autres, ce sera plutôt par le design d'objets, parce que c'est aussi une des bases de tout ce qui est ergonomie. D'autres, ce sera par le web, etc., etc. Ça dépend, en fait, mais il faut construire, en tout cas, tous ces savoirs. Et actuellement, il n'y a pas de formation. Et même l'ENDUIN, en réalité, c'est des profs de ma fac de Poitiers en psycho qui leur donnent cours. Donc, faire psycho, faire de la neuro. Oui, et puis même en tant que personne concernée, c'est compliqué d'être formé parce que certes, on peut être expert de son propre handicap, mais là, on parle de l'accessibilité aux jeux vidéo, de spécificités distinctes. Donc même en étant personne concernée, en fait, il faut aller plus loin. Et ça, c'est pas toujours simple à faire parce que déjà se confronter à sa propre situation, ça peut être compliqué. Penser aux situations des autres, on n'a peut-être pas la tête à ça. Et en effet, de la formation, il n'y en a pas. C'est qu'aujourd'hui, moi, je me suis formé en autodidacte par mes propres situations, en m'intéressant au sujet sur Internet pendant plusieurs années et aussi en donnant des cours. Parce qu'en fait, c'est aussi en faisant la formation qu'on apprend le plus à comment transmettre ce savoir sur l'accessibilité, sur le handicap. Et même dans les écoles, on peut se retrouver sur des difficultés similaires aux productions, c'est-à-dire le temps. Il faut demander aux écoles de mettre en place un module accessibilité et de donner cette place dans un programme qui est déjà beaucoup trop chargé. Donc là, forcément, ça commence par des petit à petit. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par enseigner à des producteurs, parce que les producteurs, ça va être eux qui sont responsables de donner des tâches dans les équipes. Et donc, forcément, ça va être eux qui seront responsables de penser à l'accessibilité et donner des tâches d'accessibilité au sein des équipes.
Puis maintenant, je parle aux game designers aussi. Parce que pour moi, les game designers, c'est aussi les premiers touchés par l'accessibilité. C'est-à-dire que si les game designers n'y pensent pas, personne n'y pensera. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye de dire à mes étudiants, c'est qu'en fait, tout le monde est concerné par l'accessibilité, doit y penser. C'est l'ensemble des personnes dans l'équipe, peu importe la taille de l'équipe, qui doit y penser. C'est pas une personne, tiens, on te met responsable de l'accessibilité et tu te débrouilles. C'est non, il faut que ça soit tout le monde, parce que justement, là, depuis le début, je pense qu'on comprend, c'est un énorme sujet. Une seule personne ne peut pas gérer le sujet seul. Ça va être l'ensemble du studio qui va pouvoir le faire. Et par rapport à la nécessité que ce soit tout le monde qui y pense, et pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit juste avant, en fait, je trouve ta phrase sur tout le monde va être handicapé à un moment ou un autre de sa vie est hyper parlante sur la vision qu'on a du handicap, parce que quand on dit ça, en général, les gens ont peur. On dit, oulala, vous allez être handicapé, alors que non, c'est une bonne nouvelle, parce que si vous n'êtes pas handicapé à un moment dans votre vie, c'est que vous allez mourir jeune. C'est genre, ça devrait pas être quelque chose qui fait peur, le handicap. C'est juste, ça fait partie de la vie. Ça peut être temporaire, ça peut être permanent, ça peut être dégénératif, c'est-à-dire que ça s'aggrave, ça peut être fluctuant. Mais la plus grosse chance de ne jamais être handicapé, c'est vraiment de mourir jeune. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas faire peur, mais à la fois c'est associé à la fin de la vie, donc on ne veut surtout pas y penser. Alors que c'est pas du tout la fin de la vie. On peut naître handicapé, l'être toute sa vie, avoir une vie gâchée par le validisme, mais qui à part ça est hyper épanouissante. Et donc quand on dit que dans un studio, tout le monde devrait penser à l'accessibilité, c'est vrai, mais en fait il y a un oubli volontaire parce que personne n'a envie d'y penser, parce que ça renvoie pas juste à penser aux personnes handicapées qu'on imagine au Téléthon ou tout ça. Ça renvoie aussi à une angoisse de quand on joue à des jeux, on a envie de penser à autre chose, on n'a pas envie de penser à tout ce à quoi est associé le handicap, alors que c'est vraiment une association qui est une construction sociale, c'est pas une nécessité. Et ça crée une grosse frustration pour essayer de refaire le lien avec les contraintes dans les studios et les études. Ça crée une grosse frustration au niveau, moi, ce que j'ai constaté des étudiants et étudiantes, de pourquoi c'est à moi de faire ça ? Pourquoi, alors que le logiciel de création de jeu rend plus difficile de faire des sous-titres que de faire un ciel avec des nuages et des brins d'herbe qui font des vagues quand le personnage marche dedans ? Enfin, vraiment, il y a des choses hyper difficiles techniquement qui se font en 2 clics et des outils d'accessibilité hyper basiques qui demandent des pages de code. Et donc il y a vraiment ce truc de pourquoi c'est à moi en tant qu'individu d'essayer de compenser un système qui exclut des gens depuis des siècles, voire des millénaires. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment le problème de, on dit il faut du temps, oui mais il faut aussi du temps pour n'importe quoi d'autre dans le jeu en fait. Et il y a vraiment ce truc de tant qu'il n'y a pas une loi qui force, on va le prendre comme un truc en plus. Quand il y a une loi, on va faire le minimum vital pour passer dans les limites de la loi. Et donc il y a vraiment ce truc de, il faut inclure le handicap comme un truc qui fait partie de la vie, qui est pas forcément une mauvaise nouvelle, et juste et qui n'ait pas ce besoin de s'auto-former en autodidacte en allant chercher des tutoriels au fin fond d'internet. Voilà. J'ai un peu dévié, désolé, mais c'est un complément de ce que vous avez dit. Je trouve ça très pertinent, ouais. Mais justement, je trouve très bien ce que tu dis, le côté que, par exemple, je vais faire des sous-titres, je dois devenir un expert des sous-titres, de savoir comment on les fait vraiment en profondeur. Alors que pour faire des effets visuels ou techniques assez avancés, en 2 clics, c'est déjà dans le moteur en fait. C'est un bon exemple. Un autre exemple qui me vient en tête, tu parlais du remapping de contrôle tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer ce que font les boutons et dire que telle action peut être faite avec un bouton différent de la manette ou du clavier. Ça par contre, c'est un truc où c'est plus facile que ça a été précédemment, quoi. Ça maintenant, il y a une évolution là-dessus, il y a des outils qui existent, il y a des outils, des plugins sur les moteurs de jeu qui commencent à se démocratiser sur ce genre de trucs un petit peu techniques qui existent, qui arrivent de plus en plus, quoi. Bon, malheureusement, le menu est toujours vraiment pas agréable à faire. Mais la technique en dessous est vraiment très simple aujourd'hui. Donc, depuis 5-10 ans, on a vraiment une évolution à ce niveau-là, pour donner un exemple d'endroit où ça avance, quoi. Et il y a une loi sur l'accessibilité qui est passée, la CVAC, j'ai plus l'ordre des lettres, l'ancienne loi Obama sur la télécommunication, qui en gros a mis un peu tous les studios internationaux parce qu'ils ont de l'argent et qui vendent aux États-Unis, qu'ils ont un peu tous mis au pas parce que justement donc tous les jeux vidéo rentrent dans cette loi puisqu'on utilise de la vidéo, du vocal potentiellement si on doit échanger en vocal avec des gens, de la textualité potentiellement, et donc il fallait qu'il y ait des notions d'accessibilité, enfin
des dispositifs mis en place dans les jeux pour qu'ils puissent se commercialiser là-bas aux États-Unis. Sinon, conséquence, c'est-à-dire de payer des amendes. Donc il y a eu toute une mise en avant, là, juste après le Covid, de tout ce qui était accessibilité. Et ça s'est envolé vraiment à partir de 2017 et surtout après le Covid. Parce que justement, il y a eu cette loi qui est rentrée en vigueur en 2019-2020, je crois. Et du coup, il fallait vraiment que les studios accélèrent la cadence pour se mettre en réglementation, quoi, en conformité. Donc ça existe. En France et en Europe, non. On a juste les PEGI sur la partie pour les enfants. Alors, platoïste, depuis 6 mois, il y a le European Accessibility Act, sorti en juin 2025, en décret similaire au CVAA, mais là qui limite aussi par rapport au CVAA pour les sociétés qui n'ont pas beaucoup d'employés, je ne sais plus le chiffre exact, donc je préfère ne pas le dire, sont exempts de cette loi. Par contre, il y a une deuxième loi qui est aussi sortie, un décret où là, c'est le JSPR, je crois, mais là, c'est plus en question la sécurité, que jouer un jeu vidéo ne doit pas être dangereux, notamment pour les personnes épileptiques. Mais en discutant tout à l'heure avec Axel, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des manques, comme il peut y avoir des manques, je trouve, au CVAA, dans le fait que ça ne concerne pas les jeux vidéo spécifiquement, le gameplay, et ça parle des produits numériques de manière très générale. Et donc, ça ne va pas sur des sujets propres aux jeux vidéo comme le gameplay, game design, tout ça. Sachant que si je dis pas de bêtises, parce que tu sauras mieux que moi, Gwen, quand on dit les boîtes de moins de 200 personnes, je pense qu'on entend seulement Ubisoft et personne d'autre en France, globalement. Oui, c'est à peu près ça. Globalement, la taille des studios en France, il y a les très très grandes entreprises, donc les types Ubisoft, mais en France, c'est que Ubisoft qui est comme ça. Après, on a des boîtes internationales implantées en France qui sont dans ces mêmes eaux-là, mais elles jouent pas vraiment avec nos règles à nous, quoi. Et les tailles moyennes des studios en France, c'est un moyen gros studio, c'est entre 70 personnes jusqu'à 300 à 500, pardon. Et il y en a 15 max en France. Donc c'est pas tout le monde effectivement qui va être concerné par la loi. Et justement, pour revenir sur la partie comment ça se passe dans les studios, dans les petits studios indépendants, donc Henri en a parlé sur le fait que il devient un peu expert de ce qu'il doit faire pour l'accessibilité et tout le monde y pense un petit peu. Mais à partir du moment où on est dans un plus gros studio, donc typiquement moi j'ai bossé à Dontnod. À Dontnod, je suis arrivée, juste après il y a une autre personne qui a été embauchée en UX, qui a repris le pôle UX. Donc déjà a repris le pôle UX parce que ça se passait pas bien. Et ensuite elles étaient 2 pour un studio de quasi 400 personnes sur 6 productions en cours. Comment vous dire que l'UX se portait pas bien ? Fatalement, en fait. Enfin, il faut investir des moyens. Et de la même façon, mon travail, c'était d'être gestionnaire de connaissances, d'améliorer l'accessibilité à la documentation, à la formation en interne. Donc ça reste de l'UX, basiquement, appliqué à un autre domaine. Et en réalité, je suis toute seule sur ce métier-là pour, pareil, 400 personnes. C'est pas possible, en fait. Enfin, il faut du support, il faut qu'il y ait une vraie volonté dans l'entreprise, il faut mettre des moyens en œuvre. Et la problématique aussi, on a à peu près tous parlé de ça, c'est que quand on en parle aux entreprises, aux dirigeants, eux, ils voient ça comme un problème en soi, quelque chose à rajouter, qui arrive souvent effectivement à la fin de la prod. Alors que ça doit être pensé dès le début du jeu parce que ça va résoudre plein de problèmes de design, de choix à faire, etc., très rapidement. Et en plus de ça, il faut que tout le monde puisse s'y investir un petit peu rapidement pour que ça pèse pas sur une seule petite équipe. Anticiper tous les playtests, donc les moments où on va vouloir tester le jeu, vérifier que toutes les choses marchent bien, etc., le plus rapidement aussi possible. Et donc, c'est un système. C'est comme dans la société, c'est un système qui doit être mis en place avec tous les acteurs qui sont des rouages qui vont faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est pas fait.
Et ils voient ça comme soit la rigueur des économies, ce qui peut être le cas, mais c'est rarement le cas, soit comme justement des dépenses pas quasiment superflues, parce que oh là là, faut envisager ça en plus de tout le reste, ce qui n'est pas le cas non plus en fait, quand on y pense concrètement, et si on intégrait ça à l'intérieur véritablement de la production, et pas à côté ou après, ou à un moment très précis, quoi. Alors, je fais juste une toute petite phrase pour la question du budget. Des fois, on a sur certains jeux une équipe de 10 personnes dédiée à l'herbe, au mouvement de l'herbe au gré du vent, avec des petites particules. Enfin, c'est pour vous dire que c'est vraiment une question de priorité plus que de budget. C'est que oui, là, vous êtes 2 sur 400 personnes. Et combien de personnes il y a sur les nuages? Combien de personnes il y a sur le mouvement de l'eau? Enfin, c'est ça qui est absurde, en fait. C'est que c'est vraiment vu comme une contrainte budgétaire. Mais non, enfin, comparé aux milliards d'euros qu'il y a sur un jeu vidéo. Alors oui, quand on veut rajouter une option d'accessibilité à la toute fin du développement, selon ce qu'on fait, ça peut coûter très très cher. Si on le fait au début, ça coûte beaucoup moins cher. Et peut-être que si on fait des moins jolis nuages, on peut faire des sous-titres ou des trucs comme ça, quoi. Puis comme dit, ça répond à certains métiers, ça peut permettre de solutionner des problématiques techniques ou créatives très très rapidement en se disant est-ce que ça va fonctionner de cette façon, et en fait ce point de vue d'un ergonome va permettre en fait, de faire des économies tout au long de la production pour faire en sorte qu'à la fin, ça ne coûte pas effectivement des bras partout, quoi. Enfin, le problème, il est à chaque fois pris à l'envers là-dessus, quoi. Oui, et puis ce qui est pris en compte en début de production et donc qui est pris en compte dans le budget ne coûtera pas plus cher parce qu'il sera dans le budget. Par contre, en effet, si on y pense à la fin et donc c'est hors budget, oui, ça va coûter cher. Et puis en plus de ça, en effet, ça règle des problèmes, et notamment pour moi, un des problèmes qu'on entend régulièrement dans le jeu vidéo aujourd'hui, ça va être la question de l'innovation. Et on fait toujours les mêmes jeux, les jeux se ressemblent tous. Et pour le coup, si on pense à faire des jeux accessibles, croyez-moi qu'ils vont plus se ressembler tous. Mais ironiquement, c'est ça aussi qui fait peur. C'est qu'on demande de tout repenser, de penser des jeux vidéo, mais qui n'existent pas encore. Alors qu'aujourd'hui, on demande aux jeux vidéo de rapporter au minimum des millions, des milliards, suivant le budget qu'on a. Du coup, vous êtes allé plus loin, puisque je pensais poser la question sur la réglementation, notamment en France et les diverses lois. Du coup, moi, je me pose la question des freins à la pratique, l'expérience des personnes handicapées, notamment je pense aussi à Henri sur la question de comment on trouve les infos, le retour des joueurs, notamment. Au sein du studio, les freins principaux qu'on va rencontrer, on en parlait tout à l'heure, c'était la connaissance, déjà l'expertise, ces compétences-là. Et du coup, nous, on a fait ce qu'on a pu pour essayer un peu de remédier à ça, pour essayer de trouver un petit peu ce qu'on pouvait faire pour aider. Donc, ça a pu passer par exemple par nos compétences perso, en tout cas ce qu'on savait par notre condition, ce par quoi on était concerné ou les gens autour de nous. Un exemple, c'est que l'artiste sur Day of the Shade est daltonien. Donc tous les visuels sont directement accessibles à daltonien parce qu'il fallait qu'il voit ce qu'il fait, quoi. Donc ce genre de choses, il y a ce genre de choses comme ça qui sont, j'imagine, similaires dans beaucoup d'équipes. Il y a un ou deux trucs qui vont être faits facilement, ou par des proches, ou par des choses qu'on connaît particulièrement. Pour d'autres, il faut vraiment faire l'effort, il faut aller se renseigner, il faut aller se documenter. Parfois, il y a les joueurs aussi, il y a toujours des forums sur Discord, sur ce genre de choses, forums Steam, où les gens ils disent moi il me manque ça pour jouer, je peux pas accéder au jeu, et donc des fois c'est là qu'on obtient l'idée de ah oui tiens, en fait je savais pas qu'il fallait ça, mais bon ok, je vais essayer de le faire si je peux le faire, parce que c'est bête, mais des fois juste on sait pas en fait, hein. Et puis après simplement il y a aussi tout un écosystème, il y a des consultants, des assos. Par exemple, je parlais à Cap Games il y a quelques temps, qui est une association qui travaille sur le handicap dans le jeu vidéo. Je pense que tu pourras en parler peut-être. Qui m'a donné quelques conseils aussi, ce genre de choses qui nous permet un petit peu de monter en compétence là-dessus. Et je pense que petit à petit, il y a un petit peu une prise de conscience qui se fait, j'ai l'impression, principalement au niveau des développeurs, forcément les hiérarchies, mais je connais beaucoup de gens qui sont concernés, qui aimeraient bien en faire plus, en tout cas à ce niveau-là. Au niveau des outils, je vois des choses qui petit à petit sont aussi tout doucement, et ne serait-ce que par exemple chez nous, si on a mis en place un truc techniquement en fait sur un projet, on pourra le réutiliser sur le projet d'après, en fait. Donc c'est des choses, même à l'échelle d'un studio, en fait, on peut réussir à s'améliorer progressivement et en fait faire des choses meilleures de projet en projet, quoi. Basiquement, très rapidement, pour présenter Cap Games, c'est l'asso national pour le handicap
dans le jeu vidéo qui existe en France depuis 2013, je crois. Mais ils se connaissaient déjà un petit peu avant. Il y avait 2 entités. Il y avait Game Lover d'un côté, il y avait le Cap Game de l'autre, pas le Game Camp, à chaque fois j'inverse les mots. Et du coup, ils ont fusionné en un seul. Et ils se sont beaucoup spécialisés sur le handicap moteur, donc améliorer la pratique de jeu et l'accès à la pratique avec des contrôleurs qu'on dit alternatifs. Donc c'est pas la manette habituelle, c'est des fois des choses qu'on peut jouer avec le menton, avec le pied, enfin vraiment jouer autrement en fait. Et le gros slogan qu'on utilise quand on fait des conventions, c'est celui de McDo, c'est venez jouer comme vous êtes. Et on trouvera une façon de vous faire jouer globalement. Donc c'est plutôt chouette. C'est une grosse équipe constituée, qui est pluridisciplinaire, constituée de chercheurs, notamment en interaction homme-machine. En neurosciences, on a également Trilogue qui s'est rajouté à Capgame, qui fait, à chaque fois que vous allumez la télé, que vous regardez des présidents ou des ministres parler, c'est les petites personnes à côté qui font de l'interprète en langue des signes. Donc ils se sont ajoutés à nous. Donc on a pu atteindre la communauté sourde aussi, malentendant. Donc on peut faire du stream pour les sourds et c'est trop bien. Il y a toute une communauté, c'est trop cool. Il y a vraiment, il y a tout ça qui s'est construit, qui a pris de l'ampleur. Ça permet de justement rendre les salons aussi de jeux vidéo accessibles, tester les jeux sur les salons, de faire des retours, de se faire connaître. Il y a de l'accueil avec des fauteuils roulants disponibles, un coin calme pour les personnes neuroatypiques. Il y a vraiment plein de trucs trop cool. Donc on fait pas mal de choses, beaucoup de sensibilisation, d'intervention dans les studios pour de la formation ou du consulting pour solutionner des problématiques en lien avec l'accessibilité. Et à côté de ça, effectivement, il y a des experts un peu plus disparates, experts sur un truc en particulier, comme Damien, comme moi, tout ça, on intervient de temps en temps. Mais c'est plus difficile parce qu'on est dans un système aussi capitaliste, comme tu l'as dit, et on aime bien avoir une entreprise et pas un individu en face. Donc les missions sont plus rares, c'est plus complexe. Oui, ça d'ailleurs, ça explique pourquoi je fais des interventions au nom de mon asso. Parce que bizarrement, c'est plus simple d'être reconnu comme une asso qu'en étant seul. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Henri par rapport à l'héritage en production. Les erreurs que tu fais aujourd'hui, tu pourras les rectifier demain pour ta prochaine production. Et moi, c'est une des choses que je dis à mes étudiants, c'est faites des erreurs vite, parce que comme ça, vous aurez plus de temps pour faire les choses bien derrière. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs en accessibilité, contrairement à la sensibilité accrue qu'on peut avoir au niveau du handicap. Comme disait Axel tout à l'heure, c'est les gens, ils ont cette peur et ils se mettent la pression de vouloir faire bien de suite parce que il faut faire bien de suite. C'est pour les personnes handicapées. Spoiler, ça va pas se passer comme ça. Vous allez faire des erreurs, mais c'est pas grave. Faites-les maintenant, comme ça vous aurez le temps de les rectifier par la suite. Par rapport à cette question, c'est allumé. Cette question de faire des erreurs, moi, quelque chose que je fais assez souvent, c'est que je m'inscris à des sessions de playtest de studio, des playtests, c'est-à-dire qu'ils font venir des joueurs et joueuses qui ne sont pas du tout du studio pour tester les jeux et voir ce qui se passe. C'est pas du tout orienté accessibilité, ou peut-être que ça existe de temps en temps, mais en tout cas, moi, ceux où je suis allé, c'était des petits studios je ne m'inscrivais pas en tant que personne handicapée. J'arrive, je comprends rien à leur jeu, c'est la panique. Et donc là, je vois vraiment la différence, parce que toi, tu parlais des studios où il y a une volonté, où il y a une bonne volonté, et déjà avec la bonne volonté, c'est difficile. Mais il y a quand même un continuum entre l'extrême mauvaise volonté et la très bonne volonté, et entre les deux, de la flemme de si c'est très facile, je le fais, sinon je le fais pas. Et c'est super intéressant de voir les réactions au playtest, où si je me présente pas comme personne handicapée, par exemple, une fois, j'ai fait un playtest de presque 1 heure, où en fait, au début du jeu, il y avait un petit panneau qui me donnait des objectifs. Je suis dyslexique, je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Et en fait, tout le long du playtest, la personne derrière moi se demandait pourquoi je faisais n'importe quoi. Parce que tout le reste du jeu était accessible pour moi, mais en fait, j'avais aucune idée de ce que je devais faire. Et à la fin, il me dit, mais du coup, t'avais envie d'explorer, t'avais envie de faire une expérience de jeu atypique. Et en fait, là, il s'est senti tellement con. Et après, il m'a remontré le passage. Et j'étais là, mais le panneau, il est en police 8 dans un coin de l'écran, il reste affiché 5 secondes. Non, j'ai pas lu. Oui, il y avait 3 mots. Je les ai pas lus.
Et là, vraiment, je sais pas, j'ai pas vu dans le jeu final si ça a été pris en compte, mais vraiment, il l'a noté en rouge, machin, augmenter la police, augmenter le temps. C'était quelque chose de simple. Et parce que je me suis pas présenté comme personne handicapée et que je l'ai dit à la toute fin et que ça a vraiment pourri l'intégralité de mon expérience de jeu. À l'inverse, j'ai fait un autre playtest où il y avait un passage de jeu avec un clignotement lumineux rouge parce que c'était une alarme, il y avait une bombe qui allait exploser, tout ça. Moi, j'ai quitté le jeu tout de suite. Les clignotements lumineux, ça peut me mettre en danger. Et j'ai essayé de dire, mais juste vous les enlevez en fait, votre alarme, vous mettez. En plus, le jeu n'était même pas terminé. C'était ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire que c'est un graphisme fait totalement à l'arrache, juste pour dire là, il y a une alarme, ça va clignoter. Il n'y a eu aucun moyen de faire remonter jusqu'à l'équipe de graphistes de trouver un autre moyen qu'un clignotement qui rend le jeu inaccessible à toutes les personnes épileptiques et aussi à pas mal de personnes neurodivergentes. Alors que là, il n'y avait aucun problème de budget, aucun problème de connaissance. C'était juste, c'est une norme, une alarme, ça clignote. Point. Et donc voilà, donc il y a vraiment ce truc de même quand il y a la technique, même quand il y a la connaissance, même quand ça coûte rien du tout, c'est mal considéré. Et oui, il y a toute la question de la triche, ça je pense que ça serait une réponse à part entière, je ne vais pas me lancer là-dessus, sinon je vais parler pendant un quart d'heure d'affilée. Mais voilà, la mauvaise volonté est aussi un frein assez incroyable là-dessus. Je pense que c'est des questions intéressantes. Et là où je voulais rebondir, c'est que pour le coup de mon expérience, c'est que c'est pas des choses faciles, ces choses-là forcément. Pas parce que c'est compliqué à mettre en place, parce que juste tout est difficile à faire dans un jeu vidéo et qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à faire tout le temps. Et en fait, je voulais rebondir un peu sur justement la manière dont tu l'as formulé tout à l'heure, le fait de voilà, on fait des erreurs et on les améliore les fois suivantes. Parce que c'est une question qui m'intéresse un peu à discuter, le fait de... Je sais pas si je l'aurais dit de cette manière-là, en fait, parce que pour moi, il y a un peu un côté de, par défaut, quand on fait un jeu, il est très peu accessible. En fait, juste, il est nul, on comprend rien, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien à faire, on s'ennuie vraiment. Et ça demande un travail vraiment colossal de le rendre un tant soit peu intéressant. Intéressant et tout l'objectif qu'on peut ajouter derrière, bien sûr. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est pas tellement une question de on a fait une erreur, on a fait quelque chose mal. C'est une question de on n'a pas fait quelque chose, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, en fait, qu'il y en a qui passent à la trappe, en fait, simplement. Je sais pas ce que vous pensez de cette vision-là, si ça vous paraît cohérent ou pas. Mais... Après, si tu veux un autre parallèle en termes d'industrie, on peut comparer la création de jeux vidéo à créer une maison. À la fin, il faut que ce soit joli, fonctionnel, etc. Mais vous savez pas à quel point les tuyaux, ils sont peut-être pourraves. Genre rouillés, il y a des fuites, il y a du scotch partout, et c'est vraiment ça, en fait, la derrière d'un jeu vidéo. Hein. Regardez comment le code est fait, comment est-ce qu'on a fait en sorte qu'il y ait des fichiers Excel obscurs quelque part qui font qu'il y a du dialogue à un moment donné. Enfin, c'est vraiment ça. Et de fait, ouais, c'est comme sur un chantier d'une maison, il y a des travailleurs partout en train de courir dans tous les sens parce qu'il y a un truc qui brûle là-bas, un autre qui fuit ici, un truc qui a cassé. Enfin, ça court dans tous les sens. Et de quoi? Par rapport à la métaphore de la maison, je pense que c'est aussi réaliste par rapport au nombre de personnes impliquées, au temps de travail et au nombre de métiers différents que ça implique. Je pense qu'il faut vraiment le faire de cette manière-là. C'est vrai. Mais du coup, c'est pas forcément complètement... Il y a de toute façon de la politique dans les boîtes. Il y a forcément des gens qui sont contre ça. Et puis on a un retour aussi avec... on va pas se lancer dedans, promis. Mais il y a un retour du fascisme. Du coup, toutes les pensées de diversité et inclusion, on n'en veut plus. Donc on veut pas penser à ça, on veut pas inclure tout ça. Et forcément, il y a des gens, ils sont malhonnêtes par rapport à la démarche. Mais quand c'est pas le cas, c'est essentiellement souvent des gens qui courent dans tous les sens parce que il y a le feu partout, ça brûle et ça noie en même temps. Enfin, et le sol est en train de s'effondrer. Enfin, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Henri. C'est plus qu'on n'a pas fait parce que spoiler, ça veut dire quoi un jeu fini? À quel moment un jeu est fini? À quel moment on dit il est fait, il est fini, on peut le vendre? Spoiler, c'est pas ça qui se passe. Hein. C'est tiens, on n'a plus d'argent, ben faut le sortir. Ok, ben allons-y. Du coup, je vais vous poser une dernière question. On va essayer de la faire assez concis, comme ça après on peut éventuellement laisser la place à la question des personnes présentes. Est-ce qu'il existe des choses simples qui peuvent être mises en place, que ce soit par les studios, jeux ou même fabricants de consoles, je pense à Sony, Microsoft qui ont sorti des manettes d'accessibilité, mais chez Nintendo par exemple ça n'est pas le cas. Donc on va essayer de... Voilà, petite réponse, mais même si je sais qu'elle ne va pas être petite.
Alors, pour le coup, pour rectifier sur Switch, alors je sais pas si c'est compatible avec le Switch 2, pour le coup, je n'ai pas vérifié, mais il y a la manette Reflex qui existe, qui fonctionne à peu près comme le XAC de Microsoft, comme le Xbox Adaptive Controller. Pour le coup, je sais qu'il fonctionne avec Switch. Est-ce qu'il est rétro-compatible à Switch 2? Je ne sais pas. Je l'espère. Pour moi, c'est ça aussi l'accessibilité. C'est ce qu'a fait Microsoft pour le XAC, qui est sorti de la base sous Xbox One, mais qui est aussi compatible sur les Xbox Series. Donc c'est aussi pour ça, pour moi, l'accessibilité. Et qu'est-ce que peuvent faire les studios, les constructeurs? Ben, on en parlait un petit peu avec Henri, notamment pour la sortie de Deus Shell. Il est sorti sur PS5, sur le store. Et sur le store, il y a des fonctionnalités d'accessibilité qui sont affichées. Et donc moi, j'ai demandé naïvement à Henri, Sony il demande quoi? Est-ce qu'il y a des critères vraiment à avoir en termes d'accessibilité pour Sony? Sur quoi Henri me répond? Que non, pas spécialement. Je mets la série, c'est pas moi qui ai fait le support console personnellement, mais les processus de certification pour les consoles sont connus pour être très compliqués, mais je ne pense pas pour ces raisons-là du tout. Donc je crois qu'il n'y a pas de contrainte d'accessibilité du tout. Je crois que c'est seulement des raisons techniques qui sont demandées. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être une des choses que peuvent faire les constructeurs, c'est de mettre en place des critères autant techniques, très pointus, mais cette fois-ci, sur l'accessibilité, ça pourrait être un début et que on ne peut pas afficher des critères d'accessibilité comme on veut. Il faut passer des critères parce qu'en fait, il y a un danger si on voit un critère d'accessibilité, naïvement, on va faire confiance. On va dire oui, je peux, donc je vais acheter le jeu. Et finalement, ce critère, il va pas être efficace. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est bien de faire des solutions, c'est bien de l'afficher. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être efficace, pertinent dans tous les cas. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, du coup, donc potentiellement, en effet, les constructeurs et les plateformes qui imposent des choses d'accessibilité. Et même forcément, sans aller jusque-là, il y aurait potentiellement aussi un enjeu à mieux documenter les jeux qui sont sur les plateformes, en fait, je pense. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent aujourd'hui, donc par exemple, dire dans quelle langue le jeu est disponible, est-ce qu'on peut jouer avec une manette ou pas sur les jeux PC, ce genre de choses. Il y a plein de petites choses comme ça qui existent, mais il y en a très peu sur l'accessibilité, en fait. Alors que je pense que ce serait pas si compliqué que ça de rajouter juste des petites catégories de est-ce que là on peut changer les boutons, est-ce que là on peut avoir des sous-titres, est-ce que accès pour les daltoniens, genre de choses, mille et une petites choses comme ça qu'on pourrait ajouter ou pas à la carte pour le studio, mais au moins ce serait bien documenté et on n'aurait pas besoin d'acheter le jeu pour le savoir en fait, comme tu dis. Après, les constructeurs, enfin les consoliers surtout, c'est encore un monde à part qui est très flou, obscur et qui domine un petit peu toute la scène parce que si on veut vendre, on passe par eux, quoi. C'est comme pour les libraires, on a beau être auteur, on ne peut pas distribuer partout. Faut passer par ça. Et du coup, leur imposer des choses, c'est un peu compliqué dans ce monde capitalistique, encore une fois. Par contre, et c'est ce qu'on, en tout cas, dans la plupart des personnes, même dans les game dev, ce qu'ils encouragent, enfin ce qu'on encourage à faire, c'est de rendre le jeu le plus modifiable possible par qui le veut, dans le sens que il existe des logiciels d'accessibilité très spécifiques qui s'installent sur l'ordinateur, par exemple, et qui permettent de modifier la pratique du jeu pour qu'on puisse la réapproprier. C'est ce qu'on disait au tout début de la conférence. Mais la plupart de ces logiciels sont encore trop souvent reconnus comme des logiciels de triche et donc interdits sur plein de jeux, dont des jeux en ligne, en communauté, etc. Donc ça pose toujours ce problème-là. Ça passe aussi par la partie où justement il y a la certification à passer, où il faut qu'il y ait des checkpoints, des gros drapeaux à aller valider, quoi. Il faut arriver à les valider d'un point de vue performance, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue, etc., etc., etc. Il y a plein de choses à cocher et c'est déjà un exercice de style en soi d'arriver à, par exemple, avoir
Surtout qu'en plus, quand on crée un jeu vidéo, tu n'en as pas parlé, mais quand on crée un jeu vidéo, on est un studio type Ubisoft, EA, etc., on a des dev kits qui sont des machines de guerre qui peuvent faire tourner des protos de jeux pas finis, qui demandent énormément de ressources, qui vont devoir être complètement optimisés pour jouer sur le PC de monsieur et madame tout le monde, et essentiellement de mamie qui n'a pas le PC de guerre. Donc, il y a une grosse passe de bidouillage entre la grosse machine qu'on nous prête, qui est louée, qui nous permet de vraiment faire le jeu dans les meilleures façons imaginables, etc., et le produit final, et encore plus si par exemple on va sur des jeux Switch où la qualité est complètement dégradée pour pouvoir fonctionner sur du Switch. Donc tout ça, en fait, monsieur, madame, tout le monde ne le sait rarement, voire pas. Et forcément, il y a plein de choses qui passent à la trappe, et souvent l'accessibilité y passe encore plus parce que ça va être trop gourmand, ça va poser des questions avec des compatibilités logicielles, etc., etc. Mais idéalement, il faudrait qu'on soit sur de l'open source pour que monsieur et madame tout le monde puissent faire ce qu'il veut dessus, quoi. Ouais, du coup, le fait d'avoir, est-ce qu'il y a des choses simples qu'on peut faire, je dirais à la fois oui et non. Enfin, en gros, pour moi, la réponse simple, ça serait renverser le capitalisme et déconstruire toute la méritocratie, parce que en fait, toutes les questions simples ne peuvent pas être mises en place dans le système actuel. Mais du coup, on ne peut pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps. En attendant, il y a des sites avec des listes comme, je sais plus, c'est Accessibility Guidelines, le site, ouais. Mais sauf que la liste, il y en a des centaines. Bon, le site est très bien fait. Bon, déjà, c'est en anglais, ça n'a pas encore été traduit, je crois. Mais il y a des différents niveaux de difficulté d'implémentation des fonctionnalités. Mais c'est juste totalement déprimant de se retrouver face à ça parce qu'il y en a des pages et des pages. Et donc moi, ce que je donne comme conseil à mes étudiants et étudiantes, c'est que déjà, essayer de faire un jeu qui n'exclut pas un ou deux types de handicaps qui sont exclus habituellement, c'est-à-dire de ne pas prendre juste les sous-titres, parce que ça, bon, il faut le faire, mais presque tout le monde le fait. Mais moi, je donnais comme consigne à mes étudiants et étudiantes de allez, faites un jeu accessible pour moi, qui en ce moment peut jouer que d'une main, qui ne supporte pas les flashs lumineux, et je leur donnais 3-4 trucs qui étaient inhabituels. Et pour les studios, ça peut revenir à embaucher des personnes handicapées, faites-en participer à des playtests, et ouais, essayer de se fixer un objectif petit à petit, et construire une banque de données, comme tu disais, un outil d'accessibilité qu'on a utilisé une fois, on peut le réutiliser pour les suivants, et en fait se concentrer à fond sur de l'innovation, sur un ou deux types de handicap, mais pas toujours les mêmes et les plus faciles, et puis petit à petit augmenter comme ça, et ouais, vraiment embaucher des personnes handicapées. On n'est pas expert de tout, mais au moins déjà d'un ou deux trucs, et ça fera déjà avancer quelque chose, quoi. En effet, en termes d'outils, il y a les Game Accessibility Guidelines qu'on peut trouver sur Internet. Tout ça, il y a aussi les Xbox Accessibility Guidelines qui sont sortis plus récemment, et aussi avec un peu plus de documentation, notamment des vidéos sur qui ça concerne, etc., qui peut être intéressant. Et je te rejoins aussi sur la question des critères. Moi, ce que j'essaie de dire à mes étudiants, c'est aussi essayer de réfléchir à l'expérience que vous voulez donner et comment elle peut être inaccessible en fait. C'est-à-dire un peu réfléchir à renverser la chose, parce que l'expérience sera inaccessible. Et important de savoir pourquoi, et donc après derrière se poser les questions de comment on peut rendre accessible pour essayer de rendre la question un peu plus abordable et accessible. En effet, si on essaye de tout faire d'un coup, forcément on va être complètement démuni face à la tâche. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir en termes de taille, soit par rapport au handicap, soit par rapport à l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut donner en priorité? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dans le jeu? En plus de tout ça, et pour faire le lien aussi avec ce que tu disais sur l'embauche des personnes en situation de handicap, c'est complexe dans notre modèle encore capitaliste, dans le sens qu'on n'est pas productif. On est reconnu pas productif pour eux, pas assez bien, jamais ceci, jamais cela, etc. Trop ceci aussi. Et du coup, c'est compliqué déjà de se dire on va embaucher une personne handicapée, parce que derrière il y a de la honte, parce que derrière il y a des préjugés, parce que derrière il y a ton sujet de thèse. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que, en fonction si on est reconnu en situation de handicap, on peut
ou pas avoir l'allocation adulte handicapé, et si on travaille, on est imputé sur notre allocation adulte handicapé. Donc ça nous met financièrement, systémiquement, plus dans la merde. Ce qui est un problème. Et du coup, la plupart des studios, en conséquence, ne cherchent pas ces personnes-là, même s'ils ont besoin pour les playtests, et de temps en temps, ils font appel à Capgame, à PlayInLab, qui est dans le Nord, à Lille, qui fait des playtests accessibilité, ou à d'autres boîtes internationales, genre Player Research, qui est en Canada et en Grande-Bretagne notamment. Et sinon, c'est de la gratification. Donc tu viens, tu passes 2 heures, tu repars avec un goodies. Voilà. Du coup, on va voir s'il y a des questions dans le public. Oui, j'avais une question, mais j'ai vu qu'il y avait eu quelques réponses. Donc, je voulais savoir s'il y avait des jeux vidéo dans lesquels il y avait des personnes handicapées, des personnages handicapés. Si oui, quel handicap était représenté et quels étaient-ils? Et sinon, pourquoi? J'ai vu que tu as répondu. Oui, du coup, je te laisse d'abord répondre, a Axel. répondu. Je peux parler pendant des heures du pourquoi. Juste sur les types de handicap, je pense que je vous laisserai la parole, parce que moi, en gros, c'était au début de ma thèse où j'ai fait une analyse de plein de jeux vidéo. Donc là, ça fait 4 ou 5 ans que je ne suis pas vraiment à jour, sachant que ça évolue extrêmement vite. Mais la tendance générale, c'est qu'on a des handicaps qui n'ont un rôle qu'au niveau visuel ou narratif, mais jamais dans la manière de jouer. Donc c'est très souvent, je sais pas, que ce soit des prothèses, que ce soit un personnage en fauteuil roulant dans un coin du décor pour faire une ambiance post-apo. Enfin, on en est vraiment sur la reprise des mêmes stéréotypes que dans les autres médias. Après, est-ce que j'avais fait un pavé bien construit? Je vais juste regarder mes notes. En vrai, il y a énormément de freins à la représentation de personnages handicapés dans les jeux vidéo qui sont liés totalement à la vision du handicap dans la société comme quelque chose de tragique, de pas fun, qui rappelle la finitude de l'existence humaine. Et on se dit, un jeu vidéo, ça doit être fun. Être handicapé, c'est considéré comme une tragédie et pas comme une situation d'exclusion systémique. Donc, on ne veut pas en mettre dans les jeux. Le jeu vidéo a un gros problème avec la notion d'injustice aussi. Il y a un sociologue du jeu vidéo qui s'appelle Roger Caillois, enfin du jeu tout court, qui dit qu'un des fondements des jeux vidéo, surtout, c'est la notion de compétition dans des conditions idéales d'égalité. C'est-à-dire qu'on veut une compétition où tout le monde part avec la même chose au début. On sait que c'est faux, par exemple, entre une personne... si on prend le jeu Pokémon Go, par exemple, entre une personne qui prend l'avion 4 fois dans le mois et qui a la possibilité de parcourir la Terre entière pour attraper les Pokémon de toutes les régions, et une personne qui vit au fin fond de la campagne et qui peut tourner en rond autour de 5 km autour de chez lui, il n'y a aucune égalité, mais on se raconte qu'il y en a une. Et si on met des personnages handicapés dans un jeu compétitif, il va y avoir de l'inégalité. Et en fait, les jeux, on a vraiment cette idée de... on ne va pas faire un jeu compétitif où on a un personnage... je mélange la réponse à plusieurs questions, je suis désolé, c'est un peu flou. Donc ouais, en gros, les seuls personnages jouables handicapés, le handicap disparaît. Quand on a un jeu compétitif, on a par exemple Overwatch, qui est un jeu super connu, où on a un des combattants qui a un syndrome de stress post-traumatique lié à de la guerre. Quand on le voit dans les cinématiques, il entend un pivert sur un arbre, il est traumatisé, à se mettre à tirer dans tous les sens, à se figer, et après il se retrouve dans le jeu au milieu d'une scène de combat. Et en fait, s'il avait son handicap dans le jeu, le jeu ne serait pas équitable. Donc on a vraiment ce besoin de jouer à des jeux vidéo pour s'extraire du monde réel et de ses injustices, compenser ses frustrations de tout ce qui se passe dans le monde pas bien, et vouloir avoir ce monde idéal isolé de la réalité. Et en vrai, il y a tout un tas de choses là-dessus, mais je vais passer la parole, je pourrais refinir après, mais voilà. Là-dessus, je fais pas mal d'interventions aussi, et conférences, cours, tout ça, pour parler notamment de la représentation de la santé mentale dans les jeux vidéo, qui est catastrophique. Et où en fait, comme tu le dis, en fait, dans l'histoire, dans ce qu'on nous présente, mettons Alice Return in Madness, là, le titre d'Alice au Pays des Merveilles, complètement revu à la sauce Tim Burton chelou. On nous présente une glamourisation de la folie. On nous dit regardez, c'est trop bien, je suis une poupée brisée, etc. Mais c'est pas ça la santé mentale, c'est pas ça la folie. C'est pas ça un trouble borderline, c'est pas ça la folie, c'est pas ça plein d'autres choses. Et en fait, ok, raconter des choses via le jeu vidéo, c'est comme ok, raconter des trucs via le cinéma, via la BD, etc. Mais à un moment donné, il faut pas dire non plus n'importe quoi sur des grandes causes. Sans faire du macronisme, faut pas dire voilà, on va réinventer une histoire sociale de qu'est-ce que le handicap parce qu'on a décidé qu'on allait en parler dans un jeu, dans un film, etc. À un moment donné, il faut chercher des personnes qui sont concernées, demander si on va pas faire plus de mal à cette communauté, et ça vaut pour les personnes LGBT, ça vaut pour les personnes noires, ça vaut pour les personnes queer, handicapées, etc., etc.
faut pas raconter n'importe quoi. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est que si on reprend l'exemple aussi d'Overwatch, on a une femme racisée qui est Symmetra, qui a amputé une jambe ou un bras, je ne sais plus, qui est autiste et c'est une hackeuse de génie. Et en fait, elle cumule tous les stigmates. C'est pas possible, en fait, c'est un cliché vivant le truc, enfin virtuel, mais enfin, c'est un cliché sur pattes. Ça marche pas, enfin, c'est du moquage de figure, faut arrêter. Et ça, dans trop de jeux, tout le temps. Donc en fait, il n'y a aucun jeu qui existe où, par exemple, si on parle sur l'égalité des personnages, on est tous pareils. Donc on part tous avec un bras en moins et on est dans un monde où on doit se débrouiller avec un bras en moins. Donc expérimenter le handicap, en fait. Ça n'existe pas, ça. Si, il y a des jeux comme ça. Mais c'est pas des jeux qui vont avoir forcément le propos d'un handicap. D'accord. Dans les jeux récents rigolos, il y a Get Over It, je sais jamais comment il se dit. On est un moitié d'homme dans un chaudron et tout le long du jeu, il y a un narrateur qui nous balance des phrases horribles à la figure de « il ne faut jamais désespérer dans la vie », globalement. Et on doit arriver avec la louche du chaudron à arriver à sauter et à se déplacer dans l'environnement. Et tout est fait, du coup, pour être difficile et galérer et ne pas y arriver. Et ça en fait, justement, le concept du jeu et le message, le propos du jeu, etc. Mais c'est du raisonnement par l'absurde et c'est du jeu vidéo qui est très, très indé, de souche, enfin de niche. C'est pas tout le monde qui va tomber sur ce jeu, l'apprécier, et c'est pas non plus ce qui va devenir le jeu de l'année. Mais il y a quelques jeux qui peuvent aborder, justement, indirectement ce genre de thématique. Mais des jeux qui sciemment vont se dire, je vais cracher sur Ubisoft parce que j'aime bien le faire, qui vont dire, tiens, mon fils est autiste, je vais faire un personnage autiste dans le jeu. Et en fait, il ne va pas être autiste, ça va être un petit génie de l'informatique. Et regardez, c'est un personnage secondaire qu'on ne peut pas jouer. Voilà. Ouais, ça, c'est pas bien. Pour revenir sur le jeu avec le chaudron, en fait, les jeux vidéo reprennent tous les stéréotypes des autres médias. Et que ce soit dans les personnages secondaires ou dans les personnages jouables, on est sur de l'instrumentalisation pour du fun, que ce soit la représentation de la folie. Enfin, il y a des jeux qui sont moins pires que d'autres, mais par exemple, il y a des jeux avec des personnes aveugles qu'on incarne, qui sont une simulation. Là, je pense à deux. Il y en a un qui s'appelle Perception, où ils ont pris des personnes aveugles dans l'équipe de développement et il est moins pire que les autres, et un qui s'appelle Beyond Eyes, où on est à la fois sur les stéréotypes de la pitié, de la charité, de guider une pauvre petite fille, où en gros l'histoire c'est une personne aveugle qui a perdu son chat, qui en fait est mort, qui le cherche dans une ville. En gros, elle cherche une aiguille dans une botte de foin en étant aveugle, quoi. C'est vraiment... et le seul intérêt du jeu, c'est qu'il est extrêmement beau, ce qui est quand même assez absurde pour faire un jeu où on incarne une personne aveugle. Donc voilà, il y a vraiment juste de l'instrumentalisation avec différentes saveurs. Donc il y a la pitié pour faire pleurer dans les chaumières, avec des jeux où on a, comme Life is Strange, où on a carrément un passage du jeu où doit choisir entre euthanasier un personnage ou pas, tellement sa vie est présentée comme horrible. On a le stéréotype du monstre, des méchants, avec les jeux d'horreur, avec des fous d'hôpitaux psychiatriques qui se tapent la tête contre les murs. Ou le glamour sexy, voilà. Et enfin voilà, on est soit dans de l'exclusion, soit de l'instrumentalisation, rien d'autre. Et c'est toute la culture du freak show, de la personne handicapée comme l'autre, qui est pas comme un être humain, mais qui est là à disposition des autres, que ce soit pour faire pleurer, rire, décorer, mais jamais comme un être humain, quoi. Et moi, je vais juste rajouter aussi, dans tout ce qui est les médias, les fictions, de manière générale, on est sur la surcompensation du handicap. Et ça, typiquement, on le voit beaucoup avec les personnes malvoyantes aveugles, avec le personnage de Daredevil, où il y aurait un sonar. Spoiler, il n'y a pas de sonar chez les personnes malvoyantes ou aveugles. Et c'est d'ailleurs l'exemple que je donne aux étudiants. Le jeu Perception reprend ça sur du gameplay. Et en fait, ça ne marche pas. Et pareil, on voit souvent des personnes avec des prothèses, mais des prothèses bioniques, capables de casser des murs, soulever des voitures, avoir un grappin. On n'a pas ce genre de prothèse dans la réalité. Donc ça revient sur le fun. On va justifier de changer la réalité parce que, oui, c'est fait. Et oui, mais le problème, c'est que y a des gens qui ont des prothèses. Il y a des gens qui sont malvoyants, qui sont aveugles.
Donc, pour le coup, ça ne marche pas. Là où moi je mettrais peut-être un côté, une lumière positive, c'est le jeu Hellblade, Senua's Sacrifice, mais je pense que Gwendoline pourra mieux en parler que moi, mais qui a été reconnu à sa sortie par la communauté des personnes handicapées mentales et psychiques pour offrir une représentation relativement juste du handicap. Parce qu'en effet, la problématique, en fait, pour moi, elle est là, c'est la question de la justesse. Promis, tu pourras poser ta question, je termine avec. Ça, ce que tu viens de dire, ça fait écho justement à ce que tu disais aussi, Axel, sur le fait que ça sert de prétexte scénaristique. Typiquement, le personnage de Sekiro, si on lui coupe pas son bras, il n'y a pas d'histoire, il se passe rien. Genre, c'est quoi l'intérêt? Enfin, il n'est pas handicapé. Pareil, dans Street Fighter, le gars, il n'est pas malvoyant non plus, c'est un Daredevil, il est capable de tout tabasser. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est un prétexte. Et pour Senua, en fait, juste pas parce que c'est trop ouf ce qu'ils ont fait, donc c'est Ninja Theory qui a créé le jeu, le studio, et il a collaboré en fait avec des chercheurs en neurosciences et tout un public de personnes concernées par des problématiques en santé mentale, notamment la schizophrénie, mais pas que. Et du coup, il y a une très bonne représentation de c'est quoi entendre des voix, la dévalorisation que ça amène, le doute, etc. Et je vous spoil parce que le jeu est sorti depuis belle lurette maintenant. Le but du jeu, c'est le lâcher prise. C'est d'apprendre justement à arrêter de se battre. C'est d'accepter ce qui se passe. C'est de dire, OK, des fois, il faut accepter ces combats et là, j'ai pas besoin de combattre. Et c'est OK. Et à la fin du jeu, moi, comme justement, je savais pas si je pouvais y jouer ou pas, et du coup, je me suis penchée sur le jeu. J'ai regardé des streamers, des gens qui partageaient leur expérience du jeu, et le combat final, il y a des gens, ils passent 45 minutes, 3 heures sur le jeu à se battre non-stop, alors que vraiment, il faut arrêter. Il faut juste arrêter et accepter la cinématique qui débarque pour se dire, OK, en fait, des fois, le lâcher prise, c'est bien, et c'est OK. Et c'est beau. Ouais, ce jeu, c'est vraiment une des rares exceptions. Il y a quand même quelques critiques de personnes psychotiques qui montrent que c'est un peu plus une vision médicale que vraiment basé sur les personnes concernées, mais il y a eu les deux et vraiment ça se sent. Et ce qui est génial, c'est que donc c'est un personnage principal, une femme psychotique, mais qui est une guerrière viking et qui a toute une quête où c'est pas juste prendre des médicaments, aller voir des psychiatres, quoi. Elle a une vraie histoire, elle est vraiment handicapée et ouais, enfin c'est un des seuls exemples autres que des jeux indépendants qui sont joués par 3 personnes, voilà. Et d'un point de vue sémiologie de l'image, c'est-à-dire la construction du récit, de ce qu'on voit dans l'image, de ce que ça véhicule, de ce que ça apporte d'un point de vue culturel. Comme tu as dit, c'est une guerrière chamane, ça s'incarne dans le mythe des Vikings. On a tout le lore qui est justement sur c'est quoi un paysage de Vikings. On joue avec les symboles, etc. Donc tout s'explique. En fait, il y a vraiment une réflexion systémique, encore une fois, sur l'entièreté de l'univers, l'intégration du personnage dans l'univers, les réactions de l'univers sur le personnage et sur le joueur, etc. Et ça, là, pour le coup, c'est un travail, mais c'est... Certes, c'est pas complètement parfait, ça pourra jamais être complètement accessible, complètement parfait, mais c'est léché jusqu'au bout, quoi. Oui. Votre sujet m'a rappelé un truc très grave qui s'était passé l'année dernière ou cette année, je ne sais plus trop. Il y a un lien, je pense, dans le milieu du stream, du jeu vidéo. Il y a un monsieur qui est mort en plein stream, mais en situation de vulnérabilité suite à des violences, des humiliations. Je pense qu'il y a un lien peut-être avec le validisme dans le jeu vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Paul Manov, c'est un sujet très grave qui s'est passé. Ça m'a beaucoup choqué, voilà, c'est ça. Ce que j'explique aux étudiants, c'est que l'industrie du stream, parce qu'on nous demande beaucoup de faire des trucs en lien avec ça, dans l'industrie du jeu vidéo, de faire des trucs avec le stream. Mais en fait, l'industrie du stream, c'est comme la pub, c'est comme tout ce qui va être événementiel. C'est pas de la production de jeux vidéo. C'est vraiment 2 mondes très différents. Et ce que je dis souvent donc aux étudiants, c'est quand on peut comparer un petit peu l'industrie du jeu vidéo à être un dealer de drogue. On produit de la drogue. On n'est pas obligé de la consommer. On peut jouer avec modération. Le jeu vidéo, c'est pas une drogue, c'est pas un couteau. Un couteau, c'est pas juste une arme qui va faire du mal aux gens. Ça sert aussi à ouvrir des aliments, préparer des trucs. Ça dépend vraiment de la consommation qu'on en a. Et la consommation qu'on va en avoir, ça dépend beaucoup de notre environnement social.
Du coup, il y a le stream d'un côté, c'est très de la pub, on monte des paillettes, etc. De l'autre, on produit les paillettes et on doit avoir une consommation et un usage réflexif, je ne sais pas comment dire, conscient de ce produit. Et donc, il ne faut pas déjà mélanger les deux. Et à côté de ça, effectivement, c'était déjà une personne en situation de vulnérabilité qui s'est retrouvée entraînée dans un processus catastrophique, délétère de viens, on fait des vues sur Internet, etc. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, clairement, c'est pas la faute de l'industrie du jeu vidéo. C'est pas la faute des jeux vidéo qui soi-disant rendraient violents. Spoiler alert, toutes les études montrent que c'est pas le cas. Et du coup, derrière la pratique, c'est peut-être de faire attention à ce qui est le stream, sur notre culture de la consommation des médias, des réseaux sociaux, d'avoir une hygiène là-dessus, parce qu'on donne très peu d'informations ou de cours, même au niveau des collèges et lycées, sur tout ça. Et c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes. Là, pour le coup, il faudrait se tourner vers Vanessa Lalo, qui fait beaucoup de médiation là-dessus, d'intervention aussi sur tout ce qui est numérique. C'est l'expert en France la plus connue là-dessus. Oui, moi je me demandais, quand Last of Us 2 est sorti, on en a fait des caisses sur l'accessibilité de Last of Us 2. Est-ce que c'était justifié ? Est-ce que vraiment ils ont fait des efforts et que oui, tout le monde peut y jouer ? Ou vraiment c'est du greenwashing, mais pour le jeu vidéo, du coup, enfin pour l'accessibilité ? Alors, pour le coup, on parlerait d'handiwashing dans ce cas-là. Et The Last of Us 2, on a fait des caisses, pas pour rien. Enfin, moi, encore aujourd'hui, c'est un exemple que je mets en avant dans mes formations, parce que, oui, ils ont vraiment fait un travail phénoménal par rapport à ce qui existe. Encore aujourd'hui, le jeu il est sorti il y a un petit moment. Mais encore aujourd'hui, il a encore un exemple. Et Naughty Dog, ils sont aussi très forts parce qu'ils lâchent plein de morceaux. C'est-à-dire ils ont sorti une version PS5 du premier. Ils ont rajouté de la narration vocale pour les cutscenes. Maintenant, les cinématiques, il y a de l'audio description. Et ensuite, c'est ce qu'ils ont fait pour The Last of Us 2. Ils ont rajouté aussi ça. Donc, en fait, le sujet de l'accessibilité, ils y pensent avant, pendant et après une production. Parce que ça arrive aussi des jeux qui se mettent à jour et qui deviennent accessibles. L'exemple typique que j'ai en tête, c'est Deathloop. Deathloop, à sa sortie, il n'était pas accessible. Un an plus tard, même pas un an plus tard, il y a Microsoft qui a racheté le studio, ça aide un peu. Et ils ont mis la pression de le rendre accessible. Là, par magie, il y a eu un patch. Et de suite, il y avait bien plus de choses qu'auparavant. Par contre, pour répondre à la question, est-ce qu'il est jouable par tout le monde ? Malheureusement, non. Parce que rendre un jeu 100% accessible, c'est pas possible. Il faut aussi s'enlever ça de la tête. Cette pression-là, et que parce que The Last of Us 2, on reste sur la PlayStation, c'est toujours cette plateforme, même si ça arrive sur PC bien plus tard. Et donc là, de suite, le fait d'arriver sur PC, il y a la question des modes et tout, ces tiers qu'on peut utiliser, où là, ça change les choses. Mais il y a aussi la question du remapping. Et sur PlayStation, on reste limité, malgré la sortie du Access Controller fin 2023. Ça reste pas parfait, mais ça, Gwendoline l'a dit tout à l'heure, être parfait, c'est pas possible. Par contre, il y a une marge entre ne rien faire et être accessible à 100%. Mais très, très clairement, juste pour compléter, il y a des vidéos qui montrent à quel point en fait, on peut aller loin dans les options d'accessibilité qu'ils ont proposées, au point où en fait, l'interface entière, donc la vidéo, ce qu'on voit à l'écran, ne ressemble plus à un jeu vidéo. C'est juste des cubes avec des contrastes très très élevés qui mettent en avant les personnages, le fond, et c'est tout. Et en fait, on a enlevé tout le reste de superflu qui constitue le jeu vidéo pour ne sortir que l'essentiel de jouable pour les personnes, par exemple, qui auraient une vision très 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 basse et qui ne pourraient voir que ça dans un nuage blanc, par exemple.
Et donc on peut effectivement aller très très loin. Et comme tu l'as dit, donc l'accessibilité parfaite, ça n'existe pas. Parce que, et là je reviens sur la partie neurodiversité, le mouvement pour la neurodiversité s'est développé notamment parce que, je sais plus son prénom américain, je sais plus son nom, la madame qui a lancé le mouvement, en fait, elle explique que la neurodiversité, on a tous un cerveau différent, avec des ramifications différentes, et quand bien même, sur la curve comme ça, là, avec la norme, elle est à peu près là, au milieu, et ben, on peut pas designer pour tout le monde. Par contre, on peut aller chercher pour le plus large d'un côté et de l'autre, et avec notre empreinte un peu différente, et ben en fait, c'est ce qui fait la richesse de ce qu'on est en tant qu'être humain. On est tous différents. Donc, et puis même, par exemple, je m'égare un peu, mais sur les vidéos d'Ubisoft qui montrent les tests d'accessibilité, ils ont 2 personnes avec 2 pathologies similaires. L'expression de la pathologie va être différente, etc., etc. Donc, on ne pourra jamais faire un truc 100% parfait pour absolument toute la planète entière, du fait qu'on est absolument tous différents, année après année, génération après génération, handicap après handicap, il n'y a pas de pathologie similaire. Ouais, juste, effectivement, ils ont fait un travail incroyable et je trouve que les discours dessus montrent à quel point la barre est basse. C'est-à-dire qu'on dit ils ont poussé les curseurs très loin. Oui, mais en fait, faire un jeu avec uniquement des cubes pour que ce soit très visuel, c'est plus simple que de faire un jeu avec des graphismes incroyables. Donc, ils ont fait quelque chose qui est extraordinaire par rapport à l'état de la production des jeux vidéo maintenant. J'espère que dans 10 ans, ça paraîtra le minimum, voire que ça sera ridicule. Bon, j'y crois pas trop, mais on peut rêver. Mais ouais, ça montre. Par contre, effectivement, non, le jeu n'est pas jouable par tout le monde. Mais ça, c'est aussi vraiment lié à un mythe de l'industrialisation, du capitalisme, tout ça. On peut pas. Enfin, il y a rien qui est accessible pour tout le monde, en fait. Il faut oublier cette idée de l'être humain est un truc monolithique. Non, ça part dans tous les sens. Il y a effectivement des courbes qui sont à peu près toujours la même forme, les courbes de Gauss, là, avec la notion de norme. De l'être humain du milieu, c'est là où il y en a le plus et après il y en a moins sur les côtés, donc on choisit de toujours faire des jeux pour les mêmes personnes, mais ces courbes, il y en a sur des centaines de critères différents, donc en fait le problème c'est plus qu'on prend toujours la même norme et faire un jeu, en fait si on a l'idée de faire un jeu qui est accessible à tout le monde, il y a le fait de laisser le code ouvert, d'autoriser toutes les modifications pour que chaque personne puisse modifier son jeu, de le rendre accessible sur PC pour qu'il y ait des tas d'options par-dessus, mais de toute façon, c'est pas possible. Et c'est cette idée même de vouloir faire un jeu universel qui, de base, pose problème, en fait. Enfin, on peut pas. Mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner, qu'il faut exclure toujours les mêmes. Ouais, du coup, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Moi, à titre perso, tous vous remercier d'être venus et d'avoir participé à cette conférence sur l'accessibilité et le jeu vidéo. Voilà. Merci à vous. Merci, c'était passionnant.